C'est parti. J'ai compris. Bonsoir Sylvie, bonsoir Valérie. Merci Bonsoir à vous, Tania. merci à vous deux d'avoir accepté cette Bonsoir interview Sylvie. ce soir. Euh, Comme vous savez, on est ici dans le cadre de le projet La cellule de Tamara et le film long-métrage qu'on est en train de faire est en plein tournage qui raconte mon véritable histoire. Et il va se concentrer sur deux thèmes un petit peu délicats et dans le même temps tabous, la violence conjugale et le proxénétisme. Et ce soir, on va aborder quelques questions liées à ces deux thèmes-là. Je vous laisse la parole pour commencer et chacun de vous de se présenter et dire un petit peu qui est, qu'est-ce qu'il fait et ça, qu'est-ce qui lui tient à cœur. On commence par les femmes. Sylvie, tu as la parole. Oui, je vais me permettre d'installer le cadre par rapport à cette interview Oui, qui est très intéressant. C'est OK pour toi, Sylvie, si je commence par installer le cadre Je t'en prie. et je t'en prie. je te laisserai te présenter et puis je me présenterai après parce qu'on commence toujours par les femmes. Mais je pense qu'avant toute chose, il serait intéressant d'installer un cadre de confiance. Ça veut dire que toute personne qui écoutera cette interview ou qui serait à même d'être peut-être choquée ou interpellée par ce qu'on va, par rapport à nos questions, par rapport à certains, comment dire, certaines réflexions, euh, ces personnes peuvent se dire qu'elles peuvent apprendre ou prendre position par rapport à ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu. Voilà. Et qu'on veut absolument que les choses soient simples. On n'est pas là aujourd'hui dans une thérapie. On est ici pour faire une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde réel et ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on est là pour se positionner, enfin, on est là pour faire comprendre aux gens qu'ils puissent se positionner par rapport à des faits de vie pour aller mieux. Voilà. Nous ne sommes pas là pour donner des solutions ou aider les gens. Nous sommes là pour accompagner les gens à ce qu'ils puissent trouver leurs propres ressources et leurs propres capacités par eux-mêmes avec leurs propres outils. Tout à fait. Parce Tout à fait. ils ont les outils en eux, ils ne le savent pas. Pour différentes choses, nous trois ici, nous avons passé par des émotions, des étapes de vie difficiles. On a été chez des thérapeutes, chez des coachs, des psychiatres, des psychologues pour se comprendre et grâce à des questions pertinentes, on a pu devenir une meilleure version de soi-même pour pouvoir évoluer. Des fois, le chemin est court, des fois, il est un peu plus long, des fois, il est très long. Ça dépend du mode de vie de la personne et de l'état de santé de la personne aussi au niveau physique et mental. Voilà. Tout à Donc, fait. je voulais que les choses soient très claires par rapport à ça et je pense qu'on en avait parlé avec Sylvie déjà avant pour que les choses soient très claires. Et voilà. Donc, je laisse maintenant la place à Sylvie pour se présenter. Je t'en prie, Sylvie. Je ne mettrai plus le cadre, hein, tu as tout dit. Merci de valider mon cadre. Oui, oui, je le valide. Après, il n'y a pas une seule et bonne thérapie, il y en a plusieurs et Voilà. suivant la finesse de chacun, il ira chercher ce qu'il a besoin aussi. Et puis, il n'y a pas qu'une seule vérité. Je pense qu'il y a autant de vérités qu'il y a autant de monde sur Terre. Donc, Tout à fait. on a notre manière de fonctionner, notre outil parce qu'on y croit. Et après, il n'y en a pas qu'un en tout cas, ça c'est certain. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Sylvie Siemens. J'ai presque 49 ans. J'ai 5 enfants et je suis conseillère conjugale et familiale. Et puis, j'ai fait plein d'autres formations, Ennéagramme, MBTI, et je me suis plutôt dirigée vers la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est aller rechercher ce avec quoi on vient sur Terre à travers nos ancêtres. Voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec cet outil parce qu'il englobe toute la personne. Et il y a toute une partie scientifique qui explique comment ça fonctionne au niveau cellulaire. Et alors aussi le fait de poser des actes symboliques. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Ton sujet, Tania, me touche beaucoup vu que j'ai vécu
des choses similaires et qu'à 6 ans, j'ai été également violée à l'internat. Et donc, à travers la psychogénéalogie, ben, j'ai découvert finalement que du côté de mes parents, de chaque côté, il y avait eu beaucoup de viols. Et donc, moi, en tant que petite fille, on ne cherche pas, comme toi, ben, comme personne ne cherche, en fait, de vivre ça. J'ai essayé un petit peu de comprendre. Et le fait de déposer des actes, comme on appelle en psychogé, c'est prendre conscience de ce qu'on a vécu, qui est très important, parce qu'on peut sortir de la peur, on peut sortir de plein de choses. Et comme ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, irréel ou symbolique, il enregistre l'information et déprogramme. Et donc, il aide aussi à pouvoir réagir différemment quand tu as été, par exemple, violé. Donc, les réactions vont être différentes dans le sens où tu sais ce qui s'est passé, mais tu n'as plus ce dégoût. Voilà, ça c'est un exemple. Et donc, j'aime beaucoup cet outil parce qu'il y a tout ce côté scientifique qui t'explique pourquoi ça fonctionne. Et réellement, il y a des chouettes avancées, des réels, comment je peux dire ça? Oui, des réelles sensations. On sent vraiment que, OK, je peux lâcher, quoi. Je ne l'ai plus en moi, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus ce dégoût, etc. Donc, ça, c'est l'outil principal, mais avec mon bagage psy. Et je fais également du décodage biologique et je travaille pour l'instant pour un centre médical holistique, donc qui rassemble une quinzaine de thérapeutes différents pour travailler sur une problématique à des niveaux différents. Et donc, je pense aussi qu'il est important de travailler à des niveaux différents, comme le niveau psychique, le niveau énergétique, le niveau coach mental, le niveau physique. Tout ça est très important. D'ailleurs, si je vais chez Val, c'est aussi, enfin, chez Valérie, pardon, c'est aussi parce que j'ai eu du mal à accepter mon corps, vu qu'il y a une sorte de salisse, enfin, on se sent sale en fait. Et donc, on ne se sent pas aimé, enfin, etc. Donc, tous ces thérapeutes sont hyper importants. Et donc, pour moi, tes interviews qui sont différentes sont hyper importantes et stratégiques parce que c'est effectivement, il faut toucher à sur plusieurs plans, plusieurs niveaux. Et donc, voilà. Donc, voilà qui suis-je. Voilà, Monsieur Valérie. Monsieur Valérie. Ben, je m'appelle Valérie Goffard, j'habite au Havre, je suis personnel trainer, c'est mon métier principal, et par la suite j'ai fait une formation en coaching mental avec la formation d'hypnose. Et donc, cette formation est faite par Michel Villacorta. Cette formation est basée sur la PNL, l'analyse transactionnelle et certains outils plus spécifiques c'est l'expérience d'un formateur qui a eu 20 ans de métier et qui a quelque part pris toutes les problématiques qui existent dans le monde. Et il a fait de multiples formations avec Milton Erickson, Richard Bandler, Tony Robbins et d'autres. Et il en a fait une formation. Et donc, nous avons été suivis pendant 2 ans et cette formation nous a permis aussi, dans un premier temps, d'utiliser les outils sur nous pendant 6 mois, 1 an, avant de refaire, donc ça c'était le praticien, avant de refaire le maître prat, où là on apprenait encore d'autres outils pour aller dans le savoir-faire, dans le savoir accompagner les personnes, parce que la première année c'est développer le savoir-être, c'est utiliser les outils sur soi, qu'on ait n'importe quelle j'ai dit pathologie, mais ce n'est pas pathologie, c'est je vais dire, situation inconfortable, pour ne pas dire problématique, mais situation inconfortable pour pouvoir comprendre son mode de fonctionnement, comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Okay, le coaching mental va très rarement dans le passé, il est plutôt dans un état présent vers un état désiré, donc présent vers le futur, mais il y a des fois qu'on doit intervenir dans le passé pour pouvoir le comprendre, mais c'est très rare. Ça fait partie plutôt on en parlera plus tard, Sylvie viendra plus clairement là-dessus. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis de me sortir de pas mal d'interférences de vie, des carcans familiaux,
de certaines croyances limitantes, des petites névroses, des petites psychoses, hein, comme tout le monde peut en avoir, d'un certain être victime de la vie, d'être persécuteur, de pouvoir… Voilà. Donc, le coaching mental, voilà, j'ai fait cette formation-là pour pouvoir accompagner les gens et j'accompagne ça dans le personal training et ça me permet de jouer sur le physique et sur le mental et pour faire d'une personne une meilleure version d'elle-même. Bien. Je voulais vous dire vraiment un gros merci à vous deux aussi d'avoir accepté de partager ce moment avec moi ce soir. Et parlons un petit peu par rapport à ça, qu'est-ce que vous commencez par rapport aux différentes personnes qui existent, comme les psychologues, les psychiatres, les coachs mentaux, les thérapeutes. Parfois, les gens, ils ont perdu dans tout cette cercle de personnes qui peuvent les aider et ils ne savent pas qui, avec quoi exactement ils s'en occupent et qui, quand est-ce qu'il intervient. Est-ce que vous pouvez faire une petite précision et peut-être la définition aussi, Oui, chaque personne et c'est quoi son rôle? exact. Dans l'absolu, je pense que voilà, que ce soit le psychiatre ou le psychologue, le thérapeute, ça c'est encore différent pour moi, mais sont des personnes qui peuvent intervenir, peu importe le moment. Mais le psychiatre, lui, c'est plutôt un médecin à la base, hein. Il peut prescrire des médicaments et lui est plus dans les spécialités des maladies mentales et les troubles psychologiques qui peuvent vraiment qui sont liés à des événements bien spécifiques et ou avec dépression, anxiété, etc., etc. Mais le psychiatre, avant tout, est un médecin, en fait. Donc, il est plus considéré, et lui peut procurer effectivement des ordonnances, prescrire des médicaments, parce que des fois, on en a besoin pour aider. Et quand on est dans des fortes dépressions ou autres, je pense que, voilà, il est parfois important de passer par ce genre de personnes. Après, le psychologue, lui, est une personne qui va plus pratiquer la psychologie, l'étude de la manière dont fonctionne le mental, dont les troubles mentaux sont exprimés par un comportement anormal. Et donc, les traitements vont s'appuyer généralement sur une thérapie. Après, il y a différentes thérapies, puisque les psychologues peuvent s'aiguiller avec différents outils, comme moi, je me suis dirigée plutôt avec un outil de Psychogé et d'autres peuvent employer, par exemple, l'hypnose, que moi également j'ai employé au tout départ pour le viol, parce que le cerveau, il est bien fait et parfois il occulte pour survivre. Et donc voilà, et là, moi j'ai employé le MDR, mais c'est une psychologue de base, donc des informations de la mémoire cellulaire. Et donc, le thérapeute peut intervenir, je pense, à tout moment aussi. Enfin, le psychologue, pardon. Le thérapeute, lui, il applique… c'est plutôt un professionnel de la santé qui est là pour soulager ou pour prévenir. Donc, je pense qu'un thérapeute, on ira peut-être le voir plutôt quand on sort de toute cette problématique et qu'on recherche peut-être de l'aide bien précis ou pour effectivement prévenir de quelque chose. Mais voilà. Après, je pense qu'ils sont tous compétents et il y a tous des bons comme il y a tous des moins bons. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'affinité avec laquelle chaque personne va avoir. Ça dépend quel outil on recherche. Mais ils peuvent tous répondre en soi par rapport à la problématique, hein. Mais effectivement, toujours bien vérifier, surtout chez les thérapeutes, ce qu'ils ont fait auparavant, je pense. Mais ça, c'est moi. C'est moi qui le dis. Et il y a des très bons thérapeutes, mais ils n'ont pas forcément le diplôme de psychologue. Donc, comme celles qui font des constellations familiales, parfois, elles n'ont pas cette connaissance. Et donc, c'est parfois dangereux d'aller faire une constellation parce qu'on va ouvrir une plaie et la dame, elle repart avec cette plaie ouverte et ça peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est sans jeter la pierre, hein. Il y en a qui font tout à fait. très bien. Je ne juge personne. Mais voilà, c'est délicat. Donc, effectivement, psychiatre ou psychologue, dans un premier temps, pour moi, est très bien. Et s'il y a d'autres personnes compétentes aussi, mais voilà.
Pour moi, c'est moi. C'est ma vision, en tout cas. Et par rapport à la coaching mental, Valérie, quand est-ce que tu interviens? Oui, je vais dire justement comment j'interviens, mais je voudrais réagir un peu sur ce qu'elle disait. Je ne vais pas parler d'une problématique que j'ai connue, mais j'ai été pour une problématique chez quelqu'un qui fait les soins énergétiques. J'y croyais pas du tout parce que j'avais déjà essayé pas mal de choses et je me dis, ben, qui tente rien n'a rien, j'essaye et voilà. Il m'a mis les mains sur mon ventre et sur mon cœur, sur mes poumons et ainsi de suite, au-dessus comme ça. Je dis, bon, on verra ce qui se passe. Et pendant 7 jours, j'ai pleuré. Et ça m'a sorti pas mal de choses. Et je fais, waouh. Je l'ai fait moi-même. Et ben voilà. Donc, je me suis dit, et je vais vous dire quelque chose, et c'est ce qu'on apprend en coaching mental, c'est que ce soit le thérapeute, le psychologue ou que ce soit un ami, ça dépend de l'écoute active qu'on a en face. Ça dépend de la synchronicité qu'on a avec la personne en face de soi. Mais il faut être une bonne écoute. Faut faire Il faut être une bonne écoute. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais il y en a qui ont cette énergie, cette résonance et simplement hocher la tête et des fois ne rien dire et d'écouter et juste conseiller d'aller voir quelqu'un pour l'accompagner, ça fait déjà un gros chemin des fois sur l'ouverture de dire le champ des possibles. Et là, ah tiens, je sais que maintenant je dois aller voir quelqu'un. Oui. Je vous le dis en connaissance de cause, puisque voilà, et voilà, c'était le truc que je voulais rajouter là-dessus. Il n'y a pas une thérapie où il n'y a pas un coach, où il n'y a pas un psychologue moins bon ou meilleur que l'autre. Voilà. Alors, pour répondre à Tania par rapport au coaching mental, je voulais être très clair par rapport à ça pour dire que je n'ai pas inventé. Je vais simplement lire des définitions parce que ça fait partie de mon cours et je pense que ça me rendra crédible à ceux qui vont m'écouter. Donc, qu'est-ce que c'est le coaching mental? Le coaching mental s'adresse à des personnes psychologiquement saines qui éprouvent le besoin et le désir d'évoluer sur un plan personnel et ne savent pas comment s'y prendre. L'activité du coaching se focalise sur le mieux penser et le mieux réagir d'un point de vue émotionnel. On en parlera plus tard par rapport aux émotions. Donc, l'émotionnel par rapport à son environnement. Son environnement, c'est où la personne habite, qu'elle vit, avec qui elle vit, dans l'endroit où elle vit. Et avec comme but final d'améliorer au sein de celui-ci qu'il soit personnel ou professionnel. Puisque si la personne dans son environnement a un problème personnel, ça peut jouer sur le professionnel. Et si dans son problème professionnel, dans son environnement, dans le boulot où elle travaille, ça peut se répercuter sur son personnel aussi. Donc voilà. Donc, quand j'interviens, c'est simplement après tout ce passage qui est en amont, quelque part. Ça veut dire que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas thérapeute, je suis quelqu'un qui va accompagner une personne vers un point A jusqu'à un point B. Donc du présent, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours intéressant de répéter 2 fois les choses, d'un point A vers un point B. En posant des questions pertinentes par rapport à comprendre comment elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui pour se saboter, s'auto-saboter, pour ne pas savoir gérer son émotion, comment la rendre plus légère, son émotion, pour, comme on disait tout à l'heure, avoir un angle de vue complètement différent, pour aller avoir le champ des possibles. Ah tiens, je prends l'exemple d'un cheval qui est tout le temps en train de tourner en rond avec des œillères comme ça, et puis à un moment, on lui ouvre ses œillères et le cheval se dit, ah, par où je dois aller? C'est un peu ça qu'on veut faire. Et se dire, ah tiens, j'ai un chemin à gauche, j'ai un chemin à droite. Voilà, et c'est ça que les gens, quand ils viennent chez moi, je les accompagne vers une autre réflexion, surtout, la réflexion, elle va venir par une prise de conscience des questions que je vais donner. Mais les questions que je vais donner, ce n'est pas pour avoir des réponses, c'est par rapport à ce que la personne va m'apporter. Voilà. OK. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, tout à fait, pour moi, c'est très, très clair. Merci beaucoup, Val. Je voulais demander à ce niveau-là, quand quelqu'un vient, soit n'importe vers toi, Sylvie, ou soit n'importe vers toi, Valérie, il doit venir par sa propre volonté, on est bien d'accord. Dans le sens que, par exemple, si je donne un bête exemple,
Si moi j'envoie, par exemple, si j'estime que mon compagnon, mon frère ou ma soeur, ils ont un problème, je lui dis oui, mais tu dois aller, par exemple, chez Sylvie ou chez Valérie parce que tu as tel et tel problème et lui, il n'a pas envie d'y aller. Ça doit venir de lui-même. Oui, il n'y aura pas de résultat parce qu'il va le faire pour toi, il ne le fera pas pour lui. Ouais. Donc, ça va tenir un temps et puis ça ne tiendra plus parce Voilà. qu'il l'a pas fait dans sa propre volonté. Le changement, il doit vraiment venir de soi. Et c'est ça, parfois, la difficulté, c'est de voir l'autre souffrir et tu peux rien faire, tu ne peux que suggérer. Et effectivement, mais tant que ça ne vient pas de la personne, ça devient très difficile, je trouve. Donc, il n'y en a pas la prise de conscience. Oui. Je me permets de réagir parce que c'est très important au niveau de la conversation qu'on utilise. Ouais. Je ne suis pas dans le jugement non plus, hein, Ouais. mais les tu dois, les je dois, il faut et ainsi de suite, c'est très important. Si par exemple, toi tu dis, Tania, tu dois aller chez un psychologue, Ouais. la différence avec ce que Sylvie vient de dire, c'est on suggère d'aller chez un psychologue. Ça veut dire qu'on laisse la liberté à la personne de pouvoir faire ce qu'elle veut. Quand tu dois, tu émets quelque part une obligation. Obligation, ouais. Et dans ce monde dans lequel on vit, on est dans un monde d'obligation. Donc, si on suggère, on lui donne de manière une conversation intelligente, bien dite, on peut, en tant si les gens comprennent ça, ça permettra aussi de dire, OK, il me laisse la liberté, mais il m'a suggéré quelque chose. En fait, c'est un peu de l'hypnose conversationnelle. Hein. C'est suggérer à la personne, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à le faire parce que ça va peut-être te faire sortir quelque chose. Je te suggère d'y aller, mais tu fais ce que tu veux. Et puis, ça amène son autonomie aussi. Hein. Donc, voilà, lui-même, ça amène son autonomie. Et c'est vrai qu'on est dans un monde très, comme tu dis, je reprends le terme, c'est quoi dans un monde d'obligation. D'obligation. Et OK, on a des droits et des obligations et des devoirs, enfin peu importe, mais au-delà de ça, dans une communication bienveillante, dans la PNL et tout ça, dans la communication non violente, c'est amener la personne à prendre conscience de. Et donc, c'est jamais le tu dois, parce qu'effectivement, quand tu dois, tu vas l'obliger à, il ne le fera pas pour lui. Donc, c'est vraiment l'amener dans une suggestion. Tiens, je pense peut-être que, effectivement, regarde, c'est vraiment amener à l'éveiller à. Et voilà. Et donc, c'est de lui-même qui fera le pas du coup. Et là, ça va être profitable pour tout le monde, finalement, pour lui et pour son entourage. Et... Ouais. Il y a quelque chose de très important, et par expérience, si je peux me permettre, c'est pour avoir été une fois quelques séances chez un psychiatre et psychologue pour différentes raisons de vie. Certaines personnes qui m'ont accompagné, enfin je dirais plutôt aidé, m'ont dit essaye de faire ça, tu dois faire ça, il faut faire ça. Ça ne m'a jamais aidé, ça ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Voilà. En fait, si ça m'a aidé dans un premier temps, comme Sylvie disait tout à l'heure, mais le cheval est revenu au galop. En fait, le plus important, c'est la prise de conscience. Oui. C'est la prise de conscience, et on en parlera plus tard, comme je disais, il y a questionner l'émotion. C'est bien de dire aux gens, fais comme ça, ça va aller, tu vas trouver de l'énergie parce que tu vas faire ça. Mais la personne, elle donne quelque part sa carte du monde. Mais qui nous sommes pour donner notre carte du monde? Nous, en tant qu'accompagnateurs, pour ne pas dire chaque fois psychologue et accompagnateur, nous, on fait page blanche de notre vie. On fait intégrante page blanche pour pouvoir comprendre l'autre. Tout à fait. Je voulais mettre un petit peu au clair cet sujet, parce que souvent j'attends les gens dire oui, mais lui il doit aller chez le psychologue parce qu'il y a un problème au tchic-tchac, pour que les gens puissent comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais la personne, elle a raison, c'est juste sa formulation, la façon dont elle le fait. Et si elle est dans un triangle de Karpman, parce qu'on en parlera tout à l'heure, si elle est sauveuse, c'est pas bon non plus. Mais le tu dois, elle est... Oui, c'est ça, de toute façon. On parlera du triangle de Karpman après. Parlons un petit peu de la violence et rentrons dans les deux sujets qui ont le thème de ce soir. Qu'est-ce qui provoque la violence? C'est quoi les premiers signes? Quoi faire si on est victime de la violence? Et aussi, qu'est-ce qui fait que les gens y exercent cette violence? Il y a différents types de violences, on est bien d'accord. Si on doit aborder tous les types de violences, je pense qu'on va terminer demain matin et encore. Mais simplement,
en grosse globalité parlant de la violence? Moi, je les mettrais quand même dans 3 catégories. Il y a la violence verbale, physique et psychologique. Voilà. Après, à différents niveaux, comme tu as dit. Mais non, c'est multifactoriel, tout ça. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Mais la violence, elle peut être provoquée soit par rapport à un contexte de vie, soit par rapport à un vécu parental aussi, d'avoir vécu dans la violence. On peut reproduire un schéma, des mauvaises fréquentations. Se sentir coupable, la culpabilité, la souffrance peut nous rendre très violents. Un manque de valeur en soi, un manque de confiance en soi, un inconscient collectif, mais là je rentre plutôt dans la psychologie, donc de ce avec quoi on vient sur Terre. J'ai encore aujourd'hui des patients qui sont venus et quand on remonte dans ce qu'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents, il n'y a que de la violence. Et elle me dit, il y a plein de violence en moi et je ne suis pas violente, mais je sens ça. Et je sens que ça pourrait être. Donc, voilà. La violence, elle peut être tellement multifactorielle, donc ce sera vraiment en fonction de la personne, mais elle peut naître à tout niveau et à tout moment, j'ai envie de dire. Dès qu'on va venir toucher quelque chose qui nous blesse, on peut réagir par la violence. Ou alors on va réagir parce qu'on veut pas, et on ne va pas réagir, on ne va pas rentrer dans le conflit. Il y a différentes façons et donc, du coup, on rentre en colère avec soi-même. Colère avec soi-même. Parce qu'on ne réagit pas de l'extérieur, enfin, de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, oui, oui. Et donc, au plus la souffrance et la culpabilité ou tout ce qu'ils ont vécu ou emmagasiné va venir titiller et va rentrer en résonance avec cette colère, à un moment donné, ça peut exploser à tout moment. Et là, on va rentrer dans un cycle parfois infernal ou pas. Ça peut être juste une montée, ça peut être tout le temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très délicat, je trouve, à expliquer parce que c'est multifactoriel. Et ça dépend de tout à chacun et de comment on va réagir finalement. Je pense qu'il nous faudrait des heures en donnant des vécus de séances, sans citer les personnes évidemment, pour pouvoir faire comprendre, mais c'est multifactoriel, on n'a pas assez de temps pour faire ça. Et effectivement, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer pour voir les premiers signes de violence, c'est le non-respect de l'autre. Alors, c'est quoi un respect? Parce que ça, on a eu la discussion, parce que c'est tout à chacun sa définition du respect, évidemment, mais en tout cas, de pouvoir entendre ce que l'autre vit, de pouvoir accepter comment il est à ce moment-là, qui il est en fait, sans commencer à le juger, le critiquer. Déjà, c'est une violence de juger l'autre, de critiquer l'autre. C'est une pseudo-violence. Alors, on le fait tous de manière inconsciente à un moment donné, ça c'est sûr. Mais ce sont des choses qui vont se répéter à la longue. Donc, tu avais donné l'exemple hier pour un peu métaphoriser, c'est un fait plutôt oui. l'effet du retard, le fait que la personne arrive en retard. Oui, tout à fait, exact, par rapport au respect. J'avais donné le fait que c'était moi et mon mari, il n'y a rien à cacher, par rapport à la définition du respect, où lui est quelqu'un de toujours en retard et moi je trouve ça très irrespectueux. Et moi je suis toujours très à l'heure et il me dit toujours, oh, tu m'agaces avec ton respect. Ben voilà, déjà les nuances du respect sont vraiment différentes. Et donc, c'est comment aussi trouver son juste équilibre entre les deux personnes finalement. Et c'est ça aussi la non-violence. C'est dire, mais tiens, je sais que pour toi, c'est un manque de respect. Ben, trouvons une troisième solution et essayons de trouver son équilibre. Et je pense que quand on fonctionne comme ça, il y a un respect de part et d'autre. Dès qu'on commence à sortir de là, prêtons attention. Mais il y a plein de niveaux différents et je veux dire, tout le monde y rentre à un moment donné sans faire exprès. C'est pas pour autant qu'on est violent. Mais on peut prêter attention à ça, en tout cas. Et pour se renchérir sur ce que tu dis, c'est des fois, si on va chercher beaucoup plus loin, le retard, c'est peut-être parce que le papa ou la maman a été souvent en retard dans la vie et que lui reproduit les mêmes schémas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres.
ou parce que c'est un mental et qui n'est que dans sa tête et qui n'arrive pas à être enfin, il y a de Il y a nouveau une multitude, oui, c'est tout Ouais. à fait. Tout à fait. mais donc oui, c'est très compliqué et en même temps, on peut déjà en tout cas faire attention à ce genre de choses. Oui, Oui. toi, tu les sépares, Sylvie, en trois catégories, comme tu dis. Tu peux redire simplement les trois catégories dans lesquelles tu as séparé la violence. Ben, je parlais de la violence physique, la Oui, violence psychique et la violence verbale. verbal. Psychologique, oui, verbale, psychologique. Ouais, Donc, on va venir t'humilier, te descendre. parfait. Ben, comme je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais effectivement, moi, c'était t'es qu'une conne et une bonne à rien. Oui, moi, j'ai vécu la psychologique plus la physique. Voilà, J'ai vécu les exactement. deux ensemble. Comme j'ai eu une interview avec une femme qui était victime, qui est de la violence psychologique, OK. Voilà. qui est de parole. Et c'est très destructeur, la psychologique, parce que Ouais, c'est ce que tu gardes ouais, vraiment. Et c'est là ouais, où, justement, il faut désinformer tes croyances négatives, en fait. C'est tout à là fait. où les croyances négatives vont s'installer. Mm. Tu Ouais. pourrais expliquer le psychique, parce que des gens ne comprennent pas ce mot-là, Sylvie? Euh, Ça, c'est très compliqué pour moi de l'expliquer comme ça avec des mots. Euh, ça va vraiment. Oui, j'avais. Attends, je pourrais te le dire si tu me permets. Euh, Désolé, hein, c'est un peu de l'impro là, mais je pense que c'est important pour les auditeurs. euh, Mais quand tu as quelqu'un qui est toujours en train de t'enfoncer, qui est toujours en train d'effectivement dire bah, t'es qu'une conne, t'es qu'une conne, à un moment donné, ça va vraiment rentrer dans ton psychique. Ancré. C'est ancré, c'est Ouais. ça. C'est vraiment, tu vas croire à ce qu'il dit, même si c'est pas vrai. Et donc, tu vas vraiment avoir un psychique et une vision des choses sur toi-même qui va changer, quoi. Et, euh, et c'est très dur. J'avais une petite explication, je pense, par rapport à ça que j'avais noté, mais je ne la retrouve pas comme ça. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est comme si tu allais changer un fusible dans ton cerveau et tu, ton psychique change, quoi. De faire des ancrages avec. L'ancrage, C'est une ouais. forme d'ancrage, hein, Ouais. voilà. C'est la même façon que la manière positive. Quand tu dis à une personne, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, bah, la personne, pour finir, elle va y arriver, quoi. Il va y arriver, ouais. Voilà. C'est Exactement. exactement ça. Et avec le cerveau, c'est ce qui est génial, hein, c'est effectivement qu'on peut désinformer Oui. parce que lui, il ne fait pas de nuance et c'est ça qui est très chouette. Tout est modifiable. Tout, tout est. Exactement. Il y a beaucoup les femmes épaquées que j'ai entendues dans les interviews, j'ai rencontré aussi autour de la tournage, etc., qui, quand ils étaient tombés victimes, ils pensaient que lui va changer, c'est leur bourreau qui va changer, qui va améliorer, parce qu'on commence par la première fois quand il va être violent, après ça, par les belles paroles de s'excuser, ramener des fleurs, ramener au resto et dire que tout il va changer, etc., etc. Est-ce que vraiment un bourreau a pu changer? Déjà, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'un bourreau change. C'est soi-même qui devons, c'est nous-mêmes qui devons changer. Dans le système, c'est en tout cas, on n'attend jamais que l'autre change, mais c'est soi. Et donc, c'est quand on change que l'autre va bouger avec vous. Et tu as Maintenant, un tout petit peu précisé par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dis? si tu Donner veux, un dans la exemple systémique, peut-être? oui, oui, dans la systémique, si tu veux, tu as deux personnes qui sont face l'une de l'autre. Ouais, On peut jamais demander à l'autre de changer. Comme tu as dit, tu dois aller chez le psychologue. ouais. On ne peut pas demander à l'autre de changer. Donc, de par rapport à ce que moi je vis, ce qui ne me convient pas, je vais aller travailler ça. Je vais aller voir X thérapeute, celui qui me convient en tout cas. Et donc, à partir de là, on a un système, l'une et l'autre se regardent. Et puis, quand on va commencer à bouger, ben, soit l'autre va bouger avec toi, et donc pour te suivre dans ton mouvement, et donc va changer sa manière d'être. Ou alors, il va partir parce que tu ne lui corresponds plus et que tu ne réponds plus à sa demande d'être la team. D'accord? Donc, ça, c'est en systémique, c'est vraiment changer ta manière de faire. Et donc, on ne peut jamais demander à l'autre de changer, mais c'est soi avec soi-même. Maintenant, derrière ça, est-ce qu'un bourreau peut changer? Moi, j'ai toujours la croyance que j'ai envie de dire oui, parce que je pense qu'on n'est pas bourreau à la base.
Maintenant, tout dépend, encore une fois, Ouais, tout dépend. de la situation, du contexte, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un bourreau, à la base, c'est une victime. Et donc, on est bien dans ce triangle de Cartman où on tourne, et ça, je pense que Val va l'expliquer bien après, c'est victime, bourreau, sauveur. Donc, avant d'être bourreau, on est victime. Et on est victime de quoi en général? Ben, d'humiliation, etc. Tu ne vaux rien et de violence, enfin, peu importe. On est victime d'un autre bourreau, quoi. Voilà. Un Et donc, bourreau est victime d'un autre bourreau, dans un sens ou l'autre. exactement, et on tourne là-dedans. Et donc, Et le bourreau devient sauveur parce qu'il veut garder la main prise. oui. Moi, je donne toujours l'exemple de Hitler et de Sœur Teresa. Mhm. Tu connais Sœur Teresa et Hitler. Ils ont tous les deux une même enfance avec la même problématique. Mais sauf que l'un a décidé d'être un bourreau. Et donc, Hitler a exterminé plein de gens. Et Sœur Teresa, elle a sauvé. Et pour tous les deux, finalement, se rendre pour se, comment on peut dire ça? Euh, ils ont tous les deux été humiliés, donc ils n'ont pas de valeur. Donc c'est pour se donner une forme de valeur, pour se Pour donner, Ouais, exister. pour exister en fait, parce qu'ils n'ont pas existé à travers, dans leur enfance Ouais. euh, À travers leurs parents. et à travers leurs parents, et peut-être aussi parce qu'ils portent des choses. Et donc on a deux façons de faire. Soit on va sauver, soit effectivement on va être le bourreau. Et pourtant ils ont la même problématique. C'est aussi comment tu vas le transcender, cette problématique. Et ce qui est important de comprendre justement pour toutes ces victimes, c'est que le bourreau, en général, est tout aussi victime qu'elle-même dans le sens où il ne se sent pas mieux. Il écrase l'autre pour se sentir supérieur parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il est mal dans sa peau, pour un tas de raisons. Et Et il donc, se nourrit de ça. et il se nourrit de ça pour lui exister. Une fois que la victime peut comprendre ça, elle peut changer sa manière de fonctionner et ne plus répondre justement à son bourreau. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. en fait, ça, qu'est-ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est qu'un victime, il peut changer simplement sa position d'être victime pour que, pour que le bourreau il ne se nourrit plus de l'effet elle est victime. Oui, parce que le bourreau, il fait quoi? Il vient écraser l'autre, tu vois? Il Ouais, se ouais, nourrit de ça. Et donc, il se sent tout puissant, il se sent bien parce que lui-même n'a pas confiance en lui, parce que lui-même a été humilié. Et donc, c'est pas une forme de vengeance, mais c'est comme si lui a besoin de faire ça. Il ouais, reproduit quelque part ce qu'il a vécu ouais. en écrasant l'autre. Et, mais en fait, c'est une victime tout autant que. Alors, c'est pas lui donner des excuses. Hein. Je suis pas là Oh, pour tout à fait, excuser, tout à hein. fait. C'est juste pour essayer de pouvoir donner à la victime, finalement, qui, elle, subit vraiment, et c'est pas évident non plus, et du tout d'ailleurs, de de comprendre qu'en fait, ton bourreau est tout aussi mal, enfin tout aussi mal, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas a vécu des choses similaires euh, Qui font que. qui font que lui a choisi effectivement d'écraser, mais la victime, si elle comprend ça et qu'elle comprend comment elle nourrit son bourreau, Le elle, fonctionnement. elle va changer sa manière de faire et donc son bourreau, il va devenir dingue. Hein. Il va Mhm. pas, ça va le déstabiliser complètement. Et donc là, on sort du schéma justement. Ok. En Euh, fait, c'est Là- ça qu'est-ce qui m'est arrivé à moi avant dans l'époque. J'ai changé simplement ce schéma-là et Ah oui, ben voilà. là, tout à fait. tout est tourné. Ah, je pense que pour les auditeurs, vous en avez dit bien, parce que maintenant, ce serait intéressant de présenter juste le schéma Ouais. pour, Tout à fait. et je peux partager l'écran, Tania? Oui, bien sûr. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Peux-tu réactiver le partage d'écran? Je vais voir où ce que. C'est dans les plus. En bas. Trois petits points. Il y a trois petits points plus. Sinon, je fais vite un schéma sur papier. Sinon, moi, j'en ai un ici. On a un? Ouais, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, je pense Attends, je vais voir. que c'est bon maintenant. Et c'est Ah, merci. un Oui. plaisir. Alors, ça, c'est processus.
Voilà, est-ce que vous le voyez? Oui. Ouais. Voilà. Ben donc, pour présenter le triangle de Karpman, c'est aussi simple que ça, c'est de pouvoir comprendre, se positionner par rapport à un schéma. Donc, vous voyez en haut, ben ici, c'est la victime. La victime, elle subit, elle s'apitoie, elle se plaint par rapport à un phénomène d'extérieur, par rapport à son bourreau qui est appelé communément persécuteur. Okay. Un persécuteur, c'est quelqu'un qui critique, qui ironise, dévalorise, qui attaque verbalement. Enfin voilà. Et alors, vous avez le sauveur qui ne peut s'empêcher d'aider sans rien demander à qui que ce soit. Mais le persécuteur peut être un sauveur aussi, parce qu'il va aller sauver la victime, puisque la victime n'est pas bien. Donc, il va persécuter en devenant sauveur. Donc, le sauveur est persécuteur aussi, parce qu'il voit que la personne qui est en face de lui n'est pas bien. Donc, il va tout faire pour garder sa victime près de lui. Est-ce que c'est juste, Sylvie? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ils se nourrissent tous entre eux, hein, en Ils se fait. nourrissent tous entre eux. C'est ce qu'on appelle le triangle infernal, au fait. Et on tourne là-dedans. Alors, c'est sûrement pas pour... je veux dire que la victime ne se sent pas coupable non plus, hein. Voilà, Tout à fait. Déposer ça. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas... Mais voilà, beaucoup de gens tournent là-dedans parce que pour un tas de raisons. Et donc, c'est de comprendre ce schéma-là et de le comprendre, on peut vraiment sortir. Comme tu as dit, Tania, c'est grâce à ça que tu as pu sortir. Mais c'est vraiment comprendre ce schéma-là. Et, effectivement, quelqu'un qui va sauver quand on ne lui demande pas, il va faire à la place de l'autre. Et si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait, du coup, il va devenir une victime parce que ça va être de sa faute. Et puis, puisque ça va être de sa faute, il va persécuter l'autre parce que lui l'a aidé. Enfin, et on tourne là-dedans tout le temps, en fait. Et donc, c'est vraiment comprendre dans quelle situation on est pour ne plus répondre et nourrir, que ce soit dans le persécuteur, que ce soit dans le sauveur. Et, quel rôle on a dans une communication, dans une interaction, dans une situation. Et ça nous permet de dire, ah tiens, moi, je n'ai pas envie d'être victime, donc quelque part, consciemment ou inconsciemment, on prend déjà un peu de recul. Ah tiens, je suis persécuteur, prends un peu de recul. Son propre rôle à soi que je parle. Hein. Ouais. Si on comprend son mode de fonctionnement et qu'on comprend le rôle dans lequel on est en fonction de certaines situations, ça permet de se positionner quelque part. Et donc, si on se comprend mieux, on va mieux comprendre la personne qu'on a en face de nous. Et en même temps, ils sont tous dans la souffrance. Pardon? Je dis en même temps, ces trois personnes sont tous dans la souffrance. Ils sont tous dans la souffrance. Oui. Ouais, c'est vraiment une grosse difficulté pour eux, hein, que ce soit victime ou persécuteur. Voilà. Et la question est comment ne pas rentrer là-dedans ou comment en sortir. Avec ce que je pratique ici en coaching mental, c'est de faire prendre conscience à la personne dans quelle position, dans quelle position elle est, dans quel rôle elle est, et ce qui permet, je réfléchis pour trouver les bonnes phrases, ça lui permet de prendre, on le répète de nouveau, un autre angle de vue au niveau d'une réflexion en fait. Voilà. C'est clair pour toi, Tania? Oui, tout à fait. Et dans le même temps, ça la permettra aussi de ne pas replonger dans l'autre triangle. Alors oui, c'est ça que je réfléchissais. Justement, il faut quelque part de l'expérience pour pouvoir maîtriser cet outil parce que à certains moments, nous avons nos émotions qui peuvent revenir. Il y a peut-être le fichier qui va se réouvrir dans la tête. Et on va devenir victime de nouveau. Et donc, du coup, on va vouloir sauver les gens et ainsi de suite. Et c'est de se dire, OK, j'ai fait cette action-là, je sais comment je vais mieux la gérer la prochaine fois. Et à force de faire des erreurs, eh bien, on va ne plus rentrer dans ce triangle, en tout cas de moins en moins. Et on va apprendre à mieux le gérer. Encore une fois, c'est la prise de conscience. Voilà, c'est aussi la prise de conscience par rapport à un outil qui est formidable, qui est celui-là, quelque part. Ouais. Et l'acceptation aussi de un côté. Pardon? Et accepter le positionnement. Parce que tu peux prendre conscience, mais parfois les gens ils n'acceptent pas
ça qu'est-ce qui est, par exemple, si est dans une situation dans ce triangle de Karpman, tu lui expliques bien que voilà, par exemple, elle est une victime, mais il y a des gens qui n'acceptent simplement pas. Parce que ce que moi j'invite ici, et si je peux me permettre, c'est de le déposer ici, c'est de vraiment aller voir, par exemple, sur YouTube, les jeux psychologiques de Gérard Jugnot. Ça permet de faire des prises de conscience et de pouvoir se positionner avec des gens de films qui ont été tournés et qui ont été déposés sur YouTube par rapport à ce triangle de Karpman, les jeux psychologiques, le triangle infernal. Ça donne une belle prise de conscience quelque part. Mais je pense que derrière, dès qu'on veut faire un développement personnel avec des outils qu'on pose nous ici, il faut être accompagné à côté. C'est bien en tout cas, c'est mieux si on veut s'en sortir. Mais ce que disait Tania, de toute façon, on replonge parce qu'on a une manière de fonctionner. On peut replonger dedans. Moi, je trouve que c'est pas grave. Et comme tu disais, c'est justement, ça nous permet de... On va pas y rester en tout cas. C'est ça. On va prendre conscience, dire ah non, je veux pas retomber là-dedans. Ok, je suis retombée, mais ok, je ressors. Donc on n'est pas parfait et tout ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et moi, j'appelle que la vie la vie, elle est magnifique et elle nous teste tout le temps. Et donc, je pense que, voilà, oui, on va replonger dedans, mais pas de manière aussi grave et pas de manière... on va très vite percevoir, en fait. Et donc, on va très vite ressortir des choses de ce triangle-là. Mais ça prend du temps, effectivement. Ça prend du temps, oui. Ça prend du temps. Et c'est un grand travail sur soi aussi. Okay. Oui, oui, tout à fait. Voilà. J'arrête le partage si c'est OK pour vous. Parfait. Okay. Oui, si tu veux, tu peux aussi, après qu'on finit l'interview, envoyer cette petite vidéo de laquelle tu as parlé, comme ça je vais les partager dans la page. Okay. Oui, je ferai ça. Avoir un accès. Voilà, j'ai libéré le partage. Comment se mettre face et comment dépasser la cape quand on est victime? Comment dépasser cette cape? Ok, on est victime, on a pris la conscience qu'on est victime. Et souvent, les victimes, ils ont peur de le jugement, ils ont peur de la société, ils ont peur de se mettre face, de recommencer de zéro, trouver des motivations, des forces. Comment dépasser cette cape? Mais je pense que même si on a peur d'en parler, c'est d'en parler, justement. Et je vais te couper, Sylvie, je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai gardé 10 ans de le silence par rapport à ce qui m'est arrivé. Je donne mon propre exemple. Parce que je me disais, oui, les gens ils vont dire ça, oui, ma famille, elle va dire que voilà, j'ai été victime, mais de quelque chose que j'étais très bien consciente dans quoi je rentre, comme par exemple le proxénétisme, comme il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, oui, mais tu étais très bien consciente qu'on parle de proxénétisme. Oui, mais dans ce moment-là, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre que tu rentres dans un tunnel. Pour moi, c'est ça, personnellement, mon point de vue, que tu rentres dans un tunnel suite à la manipulation, etc. Et à un moment, quand tu prends conscience, là, c'est trop tard parce que tu es déjà dedans. Et j'avais la peur de les critiques, de les accuser. Même quand je suis venue en Belgique, je devais trouver un job. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais dire au patron pendant la période de 3 ans dans laquelle dans mon dossier était zéro au niveau de CV? Comment dépasser tout ça? Mais tu sais, je pense que quand tu dis j'ai eu peur de dire et quand j'ai dit, on m'a dit, mais tu t'étais très consciente. Pour moi, c'est déjà pas respectueux, c'est déjà pas entendre ce que tu as vécu, c'est déjà pas t'écouter. Ouais. Et c'est trouver vraiment la bonne personne qui va pouvoir entendre ce que tu as vécu, qui va pouvoir t'écouter et te croire. Parce que la difficulté aussi, c'est que peu de gens peuvent nous croire. Et ça, je l'ai vécu en tant que personnel, où j'ai des personnes de ma famille qui ont subi des viols et jamais, jamais on a pu les croire. Et c'est une catastrophe encore aujourd'hui. Et donc, c'est un énorme manque de respect, je trouve. Et donc, c'est effectivement de pouvoir trouver des gens qui
où tu puisses déposer ça en sécurité et qu'ils te croient. Peu importe que tu étais consciente ou pas, tu étais dedans et c'est pour une raison X et tu n'avais peut-être pas le choix, on n'en sait rien. Et ça fait partie de ta vie et il n'y a pas à juger ça. En tout cas, tu as essayé de t'en sortir. Et donc, il est vraiment important d'oser trouver ou d'oser parler à des bonnes personnes. Mais non, c'est jamais évident de trouver les bonnes personnes. Ah, ça, c'est l'autre chose. C'est toute la difficulté, effectivement. Moi, j'ai été violée à 6 ans et je n'ai osé en parler que quand j'avais 30 ans. Ouais. Donc, effectivement, et ça m'a fait énormément du bien de l'avoir déposé. Et du fait de l'avoir déposé, j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas seule. Et le Oui, fait tout à fait. qu'on n'est pas seul, ça fait aussi du bien. Et donc, mais on n'est pas seul là. Et donc, c'est aussi se rassembler avec ces gens qui ont vécu la même chose pour se soutenir et pour avancer. L'union fait la force, dit-on. Et moi, je pense que c'est important. Et là, on est en train chaque fois de tout diviser, de tout séparer. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas si, on n'ose pas parler. Et donc, du coup, tout se divise et on est seul face à ça et à cette douleur. Donc, Ouais. malgré tout, même si effectivement, on rencontre ce genre de difficultés comme tu as rencontré, mais j'invite vraiment à continuer à le faire, à vraiment oser le dire et à parler, parce que déjà, c'est scandaleux et honteux. Mais ça, c'est voilà, ça, c'est moi et la femme qui parle, mais sans jugement de nouveau, hein, mais il faut parler, il faut dénoncer ça, il faut rassembler les gens et trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir t'accompagner justement là-dedans, dans les thérapeutes, des amis proches, des gens de confiance, éventuellement la police, éventuellement, enfin, il y en a. C'est comment trouver les bonnes personnes. Et là, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais c'est en tout cas oser déposer et oser, voilà, dire ce qui t'est arrivé. Et peu importe si on te croit pas, j'ai envie de dire. C'est ce que tu as vécu. Et c'est le plus Ouais. important. C'est comme un enfant qui, sa maman va faire pipi 5 minutes et il a vécu l'abandon. Il Ouais. n'a pas été abandonné, ok, mais lui, il a vécu comme ça. Et Mhm. c'est ça le plus important. C'est moi, j'ai vécu ça et c'est ce que je vis. Et donc, vraiment, j'invite, même si on rencontre des gens difficiles ou qui n'y croient pas, ben, continuez ce chemin, continuez, dénoncez, allez-y, enfin, et trouvez les personnes qui vont vous aider à sortir de ça. Et ne pas s'arrêter à ces murs quelque part. Mais honnêtement, au-delà de ça, je n'ai pas de réponse parce que c'est très compliqué, Mhm. je l'avoue. Ouais. Je voudrais bien avoir une réponse, Ouais. mais je n'en ai pas. Je ne sais pas. Et au plus aussi, tu vas en parler. On appelle ça en psycho le récit. Au plus, tu vas pouvoir déposer ton histoire et en parler de ce que tu as vécu. Comme tu le filmes que tu fais, c'est une forme de catharsis. C'est vraiment pour pouvoir lâcher, de pouvoir Décharger. décharger. Et Ouais. c'est tellement important. Toi, tu le fais en film, moi, je le fais dans un livre. Et, et le fait d'en discuter, d'en parler à chaque interview que tu fais, tout ça sont des formes de catharsis où tu vas pouvoir, à un moment donné, OK, je lâche. Chaque Ouais. fois. Vider les sacs, vider les Oui, valises. et à un moment donné, ça fait une réelle décharge en toi et il y a quelque chose qui va se transcender. J'invite Tout à à fait. ça. La communication, la parole, pour moi, est la meilleure des solutions. Tout à fait. Et comment Mais trouver la motivation? de le faire. Mhm. Mais si tu as la motivation de t'en sortir, on a la motivation d'en parler, je pense, Ouais. réellement. Voilà. Mais ça dépend de soi. Et là, malheureusement, on n'a aucun pouvoir. On peut que éveiller, on peut que amener à, mais après, ça dépend aussi de l'autre personne. Tout Et à fait. évidemment, c'est difficile de voir l'autre dans cette situation. Mais je donne l'exemple, une femme qui est frappée ou un enfant qui est frappé, comme tu as dit tantôt aussi, il a tellement eu l'habitude d'être frappé, il n'existe que par ça. Et tu vas le sortir, mais il est paumé, il n'existe plus. Donc, il va retourner là-dedans. Tant que lui-même n'a pas décidé de dire, OK, c'est pas ça, c'est pas juste, on ne sait pas le sortir pour moi. Ouais. On ne sait pas parce que c'est une forme, j'existe C'est à ça. travers cette violence. Se raccrocher à quelque chose qui le rassure et ce qui lui permet d'exister. Donc, de bonnes réponses, je n'en ai pas. J'aimerais bien, mais je n'en ai pas.
on pourrait éventuellement donner une réponse. La réponse, ce serait de médiatiser ce que Tania est en train de faire, évidemment, et de faire des campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Donc, c'est la seule chose, et c'est ce genre de témoignages que tu fais aujourd'hui qui va donner la puce à l'oreille, comme on dit vulgairement parlant. Je trouve qu'on parle très peu de tout ça. Et moi, personnellement, qu'est-ce que on banalise, et je pense que moi, personnellement, c'est mon propre avis, je répète encore une fois, que c'est à cause aussi d'un effet qu'on parle très peu, que les gens n'ont pas assez informés de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, qui s'installe un certain jugement derrière aussi. Tout à fait. C'est quand on ne connaît pas qu'on juge, de toute façon. Maintenant, je ne sais pas si on en parle peu. À l'heure d'aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup, mais en même temps, c'est banalisé. Ouais. Le sexe est banalisé, Ça. tout est banalisé. Et donc, ça devient, c'est tombé dans les oubliettes. Et en même temps, si tu regardes d'un point de vue historique, la femme a toujours été considérée comme un objet sexuel. À un moment donné, elle était même sans âme, elle ne servait à rien. Enfin, la femme a toujours dû, quelque part, combattre ça. Ouais. Et c'est vraiment historique. Maintenant, moi, j'ai ma théorie par rapport à ça, mais c'est Ouais. effectivement, je pense que la femme a une certaine force et une certaine puissance et que l'homme a toujours cherché, l'homme avec un grand H, son pouvoir et donc il a besoin de toujours détruire l'autre pour avoir le pouvoir alors que c'est pas ça la vie en fait. Ouais. Ça, c'est ma vision, évidemment. Ça n'appartient qu'à moi. Mais oui, c'est un combat, je trouve, quotidien avec les femmes. Enfin, par rapport à la femme qui a toujours été considérée Ouais. comme l'objet sexuel de l'homme, quelque part aussi. C'est un objet, hein? Et même si tu regardes au niveau de la publicité, c'est la femme qui perd ses dents, c'est la femme qui doit colorer ses cheveux, c'est la femme qui doit être Ouais. parfaite, c'est la femme qui a des fuites urinaires. L'homme, il n'a jamais rien. Donc la femme, Ouais. elle est toujours, d'un point de vue sociétal, rabaissée à tout. Ça me fait rappeler, il y a peu de temps d'ici, j'ai lu un article, après ça on en discutait parce que je suis en collaboration avec l'Espace P, l'association qui s'occupe de les filles, de les femmes plutôt, qui sont dans le proxénétisme et pas qui est dans la prostitution pour les accompagner. Et il y avait un article par rapport à une femme qui est un prostituée qui était morte, et là j'ai entendu dans les conversations, oui, mais elle était un prostituée, elle est morte, mais C'est elle pas était un grave, quoi. prostituée, c'est pas grave. Ouais, mais voilà. Et c'est là Donc, que ça commence de ouais. révolter. Et je pense que bah, tout ce que tu fais et éveiller les À consciences et sensibiliser. voilà, sensibiliser, malheureusement, on ne C'est sait quoi faire. la peur? La peur, Quand est-ce qu'elle s'installe et comment la faire combattre? pour moi, la peur, déjà, c'est une émotion. Tu, tu as passé la 7? Ok. La peur est une émotion. On reviendra sous la 7 après. Ouais, exact. À savoir que quand même, toute émotion est là pas par hasard. D'accord? L'émotion, elle est importante. Avoir peur, c'est une émotion importante. Parce que il faut savoir qu'une émotion, elle est physiologique. C'est quoi être physiologique? Ça veut dire que je vois un ours devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as tout ton para qui se met en route, crée tout ce qu'il faut en toi pour avoir peur, pour fuir. Donc, une émotion, il faut savoir quand même qu'elle est physiologique à la base. D'accord? Et elle est importante. Après, c'est quand elle devient exacerbée que là, ça commence à être problématique. Et ça peut nous paralyser, ça peut effectivement pas nous aider à avancer et là, on ne fait plus rien. Et je sais que tu voulais, Val, du coup, par rapport à la peur, amener l'information de comment créer. Oui, mais en fait, donc la peur, comme elle disait, c'est comme Sylvie dit, c'est une émotion. Et donc, nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est de surtout poser les bonnes questions pour comprendre l'émotion. Ouais. On parle souvent de stratégie, comment on va sortir de la peur, et ainsi de suite, et autres, ou comment vas-tu faire. Mais avant de faire comment vas-tu faire pour sortir de cette émotion, il faut d'abord comprendre son émotion, savoir ce qu'elle représente.
parce que chaque personne, soit il est visuel, soit il est auditif par rapport à sa peur, soit il est kinesthésique. Hein. Ouais. Voilà, donc l'objectif est de savoir comment la personne en face de nous ressent son émotion, comment elle la perçoit, comment elle la voit. Et à ce moment-là, c'est de savoir ce qu'elle veut faire avec cette émotion-là. Et c'est de lui faire aussi comprendre que cette émotion dégage une énergie qui est inconfortable. Et donc, comme c'est une énergie qu'elle dégage, est-ce qu'elle ne pourrait pas peut-être éventuellement la mettre au service du bon escient de son psychique, de son mental, de son physique? Tu peux reformuler la En d'autres dernière. mots, ça veut dire C'est pour amener la personne à avoir un autre angle de vie, hein, Voilà. un autre angle de vue. une autre Voilà. façon d'agir par rapport à cette peur. Comment je Mhm. peux mettre en place les choses pour, quand je comprends mon émotion, d'où elle vient, comment je la vis, comment je la ressens, Ouais. bah, tiens, du coup, comment je peux la voir autrement et comment je peux la mettre en action autrement. C'est aussi, voilà, et c'est aussi de faire ce qu'on appelle des tris de comparaison, des comparaisons simples, des tris de comparaison entre qu'est-ce que c'est une émotion négative, qu'est-ce que c'est une émotion positive. Ouais. Donc, une fois qu'elle a compris la différence entre les deux et qu'elle va comprendre comment elle fait ce qu'elle fait pour créer son émotion négative ou d'où elle vient son émotion. Je ne vais pas dire le mot négatif, mais c'est pour que les gens comprennent. Moi, je dis plutôt de manière inconfortable. Sinon, on rentre dans une négation dans ce qu'on fait, nous, en accompagnement. Donc, dans une émotion inconfortable, c'est de pouvoir, je répète, comment elle crée cette émotion inconfortable, comment elle fait ce qu'elle fait, cette émotion inconfortable, de quoi elle est faite et comment elle la représente, cette émotion inconfortable. Ouais. Donc, notre objectif à nous, c'est de décortiquer comment elle fait ce qu'elle fait. Tu aurais peut-être un exemple, peut-être. Voilà, j'ai prévu 2 exemples. Vous avez le choix entre la brosse à dents et le réveil du matin. On va prendre le réveil du matin. C'est très simple. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? J'ouvre mes yeux, déjà. Mais avant d'ouvrir tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dors. Tu dors, et entre ce que tu dors et d'ouvrir les yeux, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton réveil qui sonne. Je me Ok, doute. donc, qu'est-ce qui est la première chose que tu fais, c'est quoi? Éteins mon réveil. Et avant ça? Ben, je me réveille. Et entre les deux, c'est quoi? J'attends mon réveil qui sonne. Voilà, elle entend son réveil. Ok. Voilà, mais tout ce que tu as dit est bon. C'est juste des étapes très spécifiques, parce qu'une fois qu'elle a appuyé sur le réveil, il y a toutes les démarches par la suite de savoir ce qu'elle va faire après avoir éteint le réveil. Et d'aller jusqu'à sa brosse à dents. Qu'est-ce qu'elle fait pour aller jusqu'à sa brosse à dents? C'est de décortiquer la problématique pour pouvoir comprendre comment elle fait. Donc, c'est de comprendre son émotion. Ouais. Et une fois qu'elle a compris son émotion, généralement, il y a une autre émotion qui arrive, une genre de compréhension sur l'émotion. Et donc, la personne en face de nous se positionne par rapport à ça. Et il y a une prise de conscience qui va, dans les secondes, ou voire dans les heures, ou voire dans les jours, avoir une autre prise de conscience, un autre angle de vue. Voilà, c'est ce que j'ai marqué, afin d'avoir un autre angle de vue. Voilà. Ouais. J'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit parce que c'est très, très, très important, très délicat ce sujet. Et donc, très peu d'accompagnateurs ne questionnent pas l'émotion. Ouais. On va directement, comment vas-tu faire la chose? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Tu veux aller comment à un point A? À un point B, pardon. Mais l'émotion, elle reste là. Mais l'émotion, elle reste là. Alors, comment on va défocaliser la personne vers un objectif? Elle va se dire, ouais, génial, je suis motivé, on va booster la personne, tu vas aller vers un objectif. Mais une fois qu'elle va arriver à son objectif, qu'est-ce qui va se passer derrière une fois qu'elle a tout mis les choses en place? Elle va avoir ce qu'on appelle un genre de, je vais exagérer le mot, un post-burnout. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Elle va retomber dans son émotion. Et donc, son ancienne émotion risque de la rattraper. Je dis bien risque, peut-être, ce n'est pas sûr. Ouais. C'est pour ça qu'il est intéressant, contredis-moi Sylvie si ce n'est pas OK, ou argumente, c'est vraiment
c'est de comprendre cette émotion pour pouvoir, c'est la base de la base, en fait. Voilà. Et aussi je pense, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, vous allez me dire, chacun il voit cette émotion à différentes manières aussi. Ah oui, tout à fait. C'est Par pour ça exemple, qu'il est ouais, important d'avoir, nous, des questions pertinentes. Nous avons des questions ouais, pertinentes pour pouvoir bien… donner un simple exemple, je ne vais pas en dire plein, mais on va poser des questions. Ah, ok, ton émotion, elle est comment? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle ouais. est noire? Est-ce Mhm. qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est opaque ou transparente? Est-ce qu'elle est lourde et légère? Ok. Ouais. Si tu l'avais en face de toi, comment pourrais-tu la représenter? Je vais vous donner des exemples que Ouais, moi j'ai eus. Ah, je le vois comme une boîte à chaussures. Ah, je le vois comme un coffre-fort avec un cadenas. Ah, je vois comme une montgolfière. Voilà. ouais, Et là, on essaie de remplir les choses pour poser des questions pertinentes, pour faire soit elle prend son mode, elle utilise, comment dire, elle veut évincer ça, donc elle va trouver, avec les questions qu'on va apporter, elle va évincer, enfin pas évincer, mais elle va faire fuir un peu, elle va un peu évacuer cette situation inconfortable. Et nous, quelque part derrière, Trouver on des va… ressources derrière. Hein. Pardon? De retrouver une ressource derrière Et aussi. surtout de retrouver une ressource derrière, parce que beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont évincer ou mettre de côté la problématique, mais ils vont rien mettre derrière. Je prends l'exemple d'un ordinateur. Un ordinateur a un virus. On fait appel à un informaticien. mhm, Okay, qu'est-ce qu'il va faire l'informaticien? Il va aller derrière l'écran pour aller mettre soit un antivirus, soit éradiquer la chose. Mais des fois, quand tu auras un ordinateur, au lieu de mettre un programme de logiciel d'antivirus, des fois l'ordinateur plante parce qu'il n'y a rien derrière. ouais. Tu vois? Ah, Donc, il faut mettre le bon antivirus derrière, mais ce n'est pas à nous à le mettre, c'est nos questions pertinentes qui vont trouver leurs propres ressources pour pouvoir enfin, on va respecter l'écologie de la personne en trouvant des ressources de son passé, de son présent, des ouais. choses positives, comme je disais tout à l'heure. En fait, ça, qu'est-ce que tu veux dire, si j'ai compris bien pour faire un petit résumé, c'est que, OK, il y a la peur, elle est différente par rapport à chacun. Il faut décoder c'est quoi qu'est-ce qui représente la peur par rapport à chacun. Mais L'émotion de quand, la peur. entre guillemets, on efface cette peur, il faut qu'on la remplace par quelque chose qui se mette à sa place et quelque chose qui doit être positif, bien sûr. Oui, c'est ça. Et je suis en train de me dire que la peur peut rester indéfiniment, mais elle peut être mise dans un coin de la tête Ouais, en mode de surveillance et que comme elle est défocalisée, cette peur, on va la remplacer par des ressources et autres, elle va ouais, prendre une autre direction. ouais, Ça ne va pas prendre le dessus, en tout cas. Elle Hein, va parce prendre que le la peur, dessus ouais, en elle est tout cas, voilà. ouais, importante. ouais, Et face à un agresseur, la peur, quand même, nous permet de fuir, normalement. Donc, ouais, la peur, elle est importante. C'est vraiment quand elle prend toute la place. Et donc, apporter des ressources, c'est vraiment remettre, pour pas que cette peur prenne toute cette place et toute cette ampleur ouais. et de réagir de manière plus… quel est le terme qu'on pourrait employer derrière ça? Euh, De mieux réagir par rapport à ça. Ouais. oui, de façon, oui, de mieux réagir par rapport à… Mettons la, De réagir de manière dissociée, de manière… moi, je prends toujours… en coaching, on appelle ça être méta, ça veut dire avoir une position de vue d'en haut ouais. et de comprendre ce qui se passe au fait. Oui, De prendre adéquat. du recul, voilà, du recul. En fait, on ne la efface pas simplement, on la voit dans l'autre point de vue, on diminue sa tension. Oui, mais on prend surtout… En fait, c'est prendre du recul par rapport à son Ouais, émotion une fois qu'elle est ouais. comprise. C'est d'apprendre à mieux la gérer. Oui. Et d'être plus adéquat par rapport effectivement à cette peur. Voilà. Alors, on doit reprendre la 7, c'est ça? Recommencer de zéro et trouver la motivation et les forces. Oui. Voilà, moi personnellement, dans mon cas, j'ai eu les forces. Après tout, qu'est-ce qui m'était arrivé,
j'ai l'impression que je suis devenue comme un chien qui est enfermé pendant des années et il est sorti et il est explosé. J'ai retrouvé la motivation et les forces, mais il y a des gens qui ne retrouvent pas la motivation et les forces de recommencer après avoir vécu toute cette chose dans la violence, dans le proxénétisme, dans n'importe quelle circonstance. Comment faire? Mais déjà, pour moi, recommencer à zéro, il n'y a pas. Ça n'existe pas un point zéro. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un passé. Il y a ton passé qui est là. Et ce passé, à un moment donné, quand tu sors de là, il devient un phare. Dans le sens où il devient un phare parce que ce que tu as vécu t'a donné la force de qui tu es aujourd'hui et t'a permis de comprendre, de transcender un tas de choses et d'être là avec toute cette force en toi. Donc pour moi, le point zéro, il n'y en a pas. Le point zéro, c'est il y a un passé, mais ça, Valérie va en parler après, mais tu as un passé, tu as un présent et tu as un futur. Et donc, ce passé, il est important. Il doit rester un phare pour nous parce que ça va nous permettre aussi de ne pas retomber, de comprendre. Et puis, c'est ce qui nous a permis d'être qui nous sommes. C'est vraiment, pour moi, ton passé aujourd'hui, parce que tu as aussi réussi de t'en sortir, ben, c'est une force. C'est devenu une force, c'est devenu ton cheval Ouais, de bataille, mais tu es devenu quelqu'un là de solide et on ne t'aura plus là-dedans, ça c'est clair. ouais. C'est bien là. Et donc le passé, oui, il doit devenir un phare et pas, je dis toujours le terme de euh, un port où on doit y rester. Tu vois, il faut vraiment, Ouais. tu peux t'en sortir. Euh, et ton passé va vraiment te permettre de te mettre en lumière, tu vois, euh, et de t'amener là où tu veux aujourd'hui. Donc, après, c'est comme dit Valérie, mais il va te l'expliquer, je pense, maintenant, c'est déjà où la victime se situe dans sa ligne du temps, Oui. où elle se Ouais. met. Mais Mhm. ça, je te laisse, puisque ça, c'est Oui. ton petit Oui. plus. Donc, comme ça arrive de temps en temps, on demande à la personne de se positionner par rapport à la ligne du temps. Ça veut Ouais. dire où tu te trouves aujourd'hui sur la ligne du temps. D'abord, la première question est comment conçois-tu ta ligne du temps? Est-ce que ta ligne du temps est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça avec le passé qui est là et le futur qui est là ou inversement? Est-ce que Mhm. ta ligne du temps est comme ça? Est-ce qu'elle est en oblique? Comment tu l'aperçois, ta ligne du temps? Donc, on est très dans le respect de la personne par rapport à sa ligne du temps. Une fois qu'elle a choisi son passé, présent, futur, OK, où tu te situes aujourd'hui? Généralement, elle se trouve dans le présent avec sa problématique. OK. Et de temps en temps, c'est se dire, OK, aujourd'hui, tu es dans le présent, tu as fait de multiples thérapies, tu as fait de multiples choses, ou c'est la première fois que tu viens, et tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule, ou tu n'arrives pas à t'en sortir tout court. Ben, Ouais. peut-être parce que la personne ne s'est jamais positionnée sur une ligne du temps. Si, par exemple, je donne un exemple, je vais aller dans les grandes lignes, hein, parce qu'il y a des étapes, mais on pourrait partir pour une heure d'explication là-dessus. Mais de temps en temps, on revient dans le passé pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Okay. Un coach mental, très rarement, revient dans le passé quand on a déjà une ou deux séances, voire 3 séances, et on voit que les choses ne fonctionnent pas. On dit, OK, il y a quelque chose qui bloque, donc je vais revenir dans le passé. Je fais une petite régression. Okay. Et je vais voir jusqu'au moment enfant ou selon des expériences inconfortables et on va voir un peu comment se passent les problématiques où on questionne Mhm. l'émotion, on questionne son comportement, son environnement, ses croyances, ses capacités, son identité du moment. Enfin, on essaye d'explorer la situation problématique. Et une fois qu'on arrive là-dedans, une fois qu'elle a revécu son émotion inconfortable, on va à ce moment-là rechercher des ressources. Et les ressources, ce sont des choses positives. Les gens qui Ouais. l'ont aimé, les gens, si on revient dans l'adolescence, par exemple, les choses qui ont été réussites à l'école, les anniversaires, les communions, les choses qui l'ont marqué vraiment, c'est Mhm. elle qui nous donnera l'essence de ces ressources. Et ce n'est pas nous qui allons lui dire, va chercher là, de toute façon. Mais quand on fait ça, ça lui permet de se positionner par rapport à un passé. Et quand tu reviens dans le présent, on lui demande comment tu te sens.
Et très souvent, son émotion, c'est apaisé. Sa problématique, c'est apaisé. Et ça veut dire que ça lui donne quelque part, de nouveau, un angle de vue. Et des fois, nous, on pose la question, OK, qu'est-ce que tu penses de ton passé? Donc, elle nous donne son feedback. Ouais. Et on lui pose simplement la question, qu'est-ce que tu décides maintenant? Qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu décides maintenant? OK. Et puis après, c'est de se dire, OK, donc le coach mental va surtout aller vers un point B, un point désiré. Qu'est-ce que tu décides maintenant de mettre les choses en place? Tu vas aller vers quoi? C'est quoi ton futur? Si elle ne trouve pas, la seule chose que nous, on peut faire, mais ça dépend de l'anamnèse qu'on a fait en amont, hein, on suggère. Ouais. On suggère des pistes, on donne des idées, on demande à la personne, imagine un peu comment tu verrais ton futur. Fais un peu comme si, joue un peu le jeu, fais comme si. C'est un outil, le comme si. Ouais, ouais. Hein? Donc, fais comme si. Et donc, la personne va se donner, on va lui dire, autorise-toi à penser au futur, autorise-toi à imaginer que tu pourrais réussir des choses, tu as déjà réussi des choses dans ton passé. OK, c'est des choses positives puisqu'on a été chercher les ressources. Imagine maintenant que tu pourrais aller vers, et je n'irai pas plus loin que le vers, aller vers, parce que la suite lui appartient. Ouais. Donc, la ligne du temps est très importante. Comme on disait, il n'y a pas de point zéro. C'est simplement de se positionner sur une ligne du temps. Quand j'ai des gens qui viennent chez moi, pas spécialement pour une problématique, mais qu'ils veulent persévérer dans un sport ou être plus fort en tant que chef cadre ou autre, eh bien, on définit des objectifs de vie. Dans 1 an, tu veux être quoi? Tu veux faire quoi? Dans 5 ans, dans 10 ans, on va projeter la personne dans un futur. Ouais. C'est aussi de bien les accompagner, hein, pour qu'ils puissent, tu vois, comment faire pour la combattre, trouver la motivation et la force. Je pense qu'aussi, c'est être bien accompagné qui est important. Voilà. À travers tout ce que tu viens de dire, c'est aussi trouver les bonnes personnes, trouver celles qui vont être quelque part les guides ou je prends toujours Les mentors. les balises, les mentors. Okay. Et c'est vraiment important et d'être bien entouré et peut-être d'avoir, comme Tania fait, des expériences qui va vraiment aider à motiver aussi les autres personnes. Je pense que... Vas-y. Non, mais voilà, c'était un exemple parce que on explique la thérapie qui est hyper importante et la manière de comment on peut mettre en place, mais il y a aussi tout le contexte autour qui est très important. Il y a tout le contexte, oui, effectivement. Mais il y a aussi, alors, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que le contexte, c'est un plus. Et je pense que nous, quelque part, on fait partie du contexte, mais on est peut-être au centre aussi de ça. Ça veut dire que la motivation et la force, on ne va pas leur donner la force et la motivation. Ce sont nos questions, et c'est les ressources qu'elles ont été cherchées dans le passé et qu'elles vont remettre dans le présent et dans le futur qui vont faire qu'elles vont amplifier ceci. Et donc, on va leur poser des questions pour qu'elles trouvent leur motivation et leur force. Et donc, du coup, on va amplifier cette motivation et leur force en demandant, OK, comment tu te sens par rapport à cette motivation? Ouais, je suis à 5. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour arriver plus fort dans cette motivation? Et idem pour la force. Idem pour une croyance limitante. C'est quelque part, ta croyance limitante peut changer en disant, OK, mais si tu as un objectif, ta croyance, est-ce qu'elle est toujours limitante? Non. Et elle est de 1 à 10, elle est à combien? Elle est peut-être à 6. Et pour arriver à ton objectif, il faudrait quoi? Il faudrait 8. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver à 8? En fait, vous guidez les gens et c'est eux-mêmes qui font leur propre travail pour qu'ils puissent réussir, mais vous donnez les outils pour qu'ils puissent arriver à leur objectif, pour cesser cette croyance négative. Je vais aller dire, à ma manière, vous ne faites pas le travail pour eux. Vous ne pourrez pas les donner la motivation. Oui, vous les motivez, mais c'est à eux-mêmes de trouver la force avec les outils que vous avez donnés. En plus, c'est dès qu'ils vont mettre en acte et qu'ils vont faire les choses, ça va leur donner envie, ils vont voir le changement. Et c'est là que l'engrenage va s'amener et que
effectivement, Et bien sûr, il faut accepter les outils que vous lui donnez. S'il n'y accepte pas… c'est toujours le même problème pour toutes les questions après. Hein. C'est toujours, ça vient des deux côtés. Il y a une chose qui est très importante, c'est que lors d'un accompagnement de personnes, c'est le cadre. Ça veut dire que quand on installe un cadre, il y a le cadre de confiance, il y a le cadre j'ai envie de dire thérapie, parce que quand une personne vient, on sait très rarement régler une problématique sur une séance, quelle qu'elle soit. Ça arrive, hein, mais parce qu'il y a une prise de conscience tout de suite. Mais je pars de l'ordre du exceptionnel, mais j'ai déjà connu ça. Mais c'est un processus que nous engageons, que nous demandons à la personne de s'engager dans un processus. Et c'est vraiment lui dire, nous ne sommes pas là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner. Et ça veut dire que vous êtes dans un processus. Donc, on vous propose quelques séances. Si ça se termine plus tôt, ça se termine plus tôt. Mais c'est de s'engager dans des séances de processus pour faire un cheminement correct. Voilà. Donc, ça permet aussi de se dire, OK, la personne, elle me suit, elle ne me lâche pas après une séance. Il y a un compte, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je l'ai marqué là, il y a un contrat d'intervention. Je dis bien un contrat d'intervention. Comme nous, toi et moi, Tania, nous avons des contrats en personal training de 2 fois 1 heure par semaine pour 25 heures. Eh bien, il y a un contrat d'intervention avec un plan d'action. Je pense que nous, enfin moi je travaille comme ça, je pense que Sylvie aussi, nous entamons un processus de changement chez les gens, mais avec une validité de l'accord de la personne. La personne va valider. Tout à fait. Très important. Parce que sinon, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas possible. Et… On est à la 9. Ouais. Sauf si tu as quelque chose à… Non, je suis là aussi. Par rapport à la confiance en soi, quand quelqu'un… Allez, après tous les rabaissements, après tout ce que la personne a vécu, n'importe si c'est psychologique ou physique ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a une perte de confiance en soi. Comment on peut les retrouver, comment on peut faire face à ça? Mais je crois que ça revient à la même question que la 8. Hein. C'est vraiment tout un processus et un développement mais par rapport à ton émotion, par rapport à comment tu te Oui, sens. par rapport à tout. C'est lié à la motivation aussi. Voilà, et tout ça vient quelque part remplir tout doucement, reprendre confiance en soi. Je sais pas, comme tu as fait, sortir effectivement de ce proxénétisme. Donc, c'est le premier pas, puis tu as été rencontrer une autre personne, et puis une autre. Et puis, petit à petit, cette confiance en soi se reconstruit. Mais voilà, c'est tout un process. Et la confiance dans les autres aussi. Oui, et encore une fois, mais une fois que tu as confiance en toi, normalement… Tu as confiance aux autres. Il y a une forme de confiance en toi qui va s'installer parce qu'on ne va pas te la faire à l'envers. Donc, voilà. Et donc, du coup, tu vas de toute façon les balayer ou ils ne vont pas venir vers toi parce que ça va être très clair. Et au plus tu vas faire ce travail, au plus ta confiance en toi va revenir. Maintenant, comme dit Valérie, et comme moi je dis, et comme je pense tout psychologue, thérapeute, autre, c'est tout un processus et ça dépend de chaque personne, de l'évolution de chacun, du rythme de chacun. On est tellement tous singuliers. Et ça reprend tout ce qu'on a dit jusque maintenant, parce que la confiance en soi, c'est quand on a été brimé, c'est vraiment quand on a eu un trauma et que ça crée une hémorragie de l'estime de soi. Et donc, tu vas aussi retrouver à travers l'amour, à travers quelqu'un qui va te sécuriser, à travers un coach qui va te suivre, à travers un job. Mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra, j'ai envie de dire. Et à travers tout ce qu'on a exprimé, tous les outils vont nous permettre de reprendre confiance en soi. Il y a aussi oui, je vais dire la problématique du silence aussi. Ça veut dire que la personne peut se retrouver devant un thérapeute, un coach, un psychiatre et ne rien dire. Et être là, elle veut s'en sortir. Moi, j'ai déjà eu une personne, je ne vais pas citer quoi, mais est venue dans le silence complet. Et grâce à des méthodes et autres, évidemment, il faut créer le cadre de confiance. C'est difficile de créer un cadre d'intervention, mais on lui dit simplement, tu me donnes un geste oui, un geste non,
ou la tête, ou une main, ou un doigt, ou autre, et on valide le oui et le non. Elle ne doit même pas communiquer. Et je veux dire qu'il y a un outil que nous, on utilise en coaching mental, enfin en coaching mental. Moi, j'ai fait une formation en hypnose conversationnelle ericksonienne. C'est que on peut faire une séance sans que la personne ne parle. Ça veut dire qu'on peut simplement demander à la personne de fermer les yeux ou de les laisser ouverts et de l'autoriser à penser et à imaginer qu'elle peut aller mieux. De penser à quelque chose de positif avec des choses générales. Genre, les gens sont partis observer le soleil, rire avec quelqu'un, et de se focaliser sur des choses comme ça, de prendre plusieurs exemples sur la pratique qu'on exerce avec la personne à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, c'est de se dire qu'il y a possibilité d'arriver à quelque chose. Moi, j'ai dû le faire je l'ai fait une fois de manière instinctive, mais je l'ai vu en formation aussi. Des grosses problématiques qui ont été réglées, où la personne ne parlait pas parce qu'elle ne savait pas en parler. Je parle une problématique, pas des problématiques, parce qu'en formation, on n'est pas là pour régler des problématiques. Mais il y a une personne qui elle ne savait pas en parler, et voilà, c'est un joueur compulsif, par exemple, qui n'a pas du tout son argent. Donc, du coup, il ne savait pas en parler, il nous l'a dit après, et son problème a été réglé. Donc, l'anamnèse est très compliquée avec la personne. Des fois, on ne sait pas pourquoi elle vient, et on doit faire avec ça. Mais il y a des possibilités, mais il faut tomber sur des thérapeutes, il faut tomber sur des gens qui ont les compétences pour ça, qui ont l'expérience. Des gens comme Sylvie peuvent, pour moi, faire ce genre de choses. Oui. Donc, moi, je travaille avec la constellation, la symbolique animale. Voilà. Et on en avait parlé avec Sylvie, c'est que de temps en temps, au lieu de papoter, on met les gens des fois, et je pense que Tania, tu as été formée là-dedans aussi, c'est que les outils en PNL, les outils en coaching, on les fait en déplacement spatial. Tout à fait, oui. Ça veut dire déplacement spatial, c'est quoi? On se met debout, on fait des déplacements gauche-droite, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ça permet à la personne de changer un peu son état d'esprit, de comprendre certaines choses de manière différente. Tout à fait. Voilà pour la petite parenthèse. C'est important, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'osent pas parler, et peut-être que c'est important de le déposer. En fait, il y a différentes possibilités, même si on n'a pas, entre guillemets, envie d'en parler avec notre personne qui va nous accompagner. Il y a différentes possibilités aussi de faire en sorte que la personne sera accompagnée. Ce n'est pas toujours via les paroles. C'est quelque chose de très intéressant. Merci à vous deux de les avoir partagés. La confiance en soi aussi, il y a une certaine manière avec les croyances négatives et tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, et aussi avec la fait du jugement. Est-ce que c'est un lien de toutes ces choses, la croyance négative, la confiance en soi, qu'on n'est pas assez fort, la reprise de la motivation et le cadre que les autres vont nous juger. C'est un enchaînement Ah oui, pour de moi, tout oui, ça. c'est un enchaînement de tout ça, effectivement. Quand tu es brimé, quand on dit que tu es conne et quand tu es humilié, tout ça, effectivement, ben, à un moment donné, ben, tu n'as plus confiance en toi, tu perds tous ces repères de qui tu es. Pour moi, oui, complètement. Et oui, tout fait lien, en fait. Ouais. Et peu importe, j'ai envie de dire, de quel côté tu vas défaire cette pelote de laine, on va toucher à un moment donné toutes ces sphères et on va y travailler. Et Est-ce oui, que la sphère, si tu parles du cadre de référence interne? euh, tu parlais à moi? Oui. En fait, Euh, je te parlais oui, de toutes ces... Je ne sais même plus exactement comment j'ai formulé l'histoire, mais je veux dire, dans la sphère de... Je pensais que c'était plutôt par rapport à... Je prenais l'image d'une pelote de laine, tu vois, peu importe de quel côté tu vas tirer, Ah, ok. que ce soit la non-confiance en toi, les croyances limitantes négatives, etc. À un moment On donné, passe surtout. on va toucher sur toutes les Ouais. sphères, dans le sens Parfait. de toutes les difficultés, parce que ça fait partie de nous Mhm. et c'est tout ce qui a été quelque part, je ne vais pas dire détruit, mais en tout cas Bien ancré.
bien bien ancré. ancré. Je sais pas le terme qu'on pourrait employer, saccagé, ancré, enfin peu importe, on emploie le terme que l'on veut et comment on l'a vécu, mais ça fait un tout finalement. Ça Ouais. fait un tout. Ça fait un tour de tout. Ouais, C'est un peu, c'est ce que, oui, voilà, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le cadre de référence interne, c'est, c'est, le cadre de référence interne, euh, c'est un peu tout ce que nous avons vécu avant et qui est bien ancré en nous. Et donc voilà, c'est comment sortir. Enfin, le cadre de référence interne va toujours rester, hein, avec nos croyances limitantes, le manque de motivation, tati, tatata. Et le but, c'est de pouvoir comprendre ça pour pouvoir justement aller vers des motivations plus fortes, des croyances plus boostantes ou des choses comme Ouais. ça. ouais, ouais. Moyen, oui, Ah, vas-y. il y a quelque chose qui me tient énormément euh, à cœur, oui, il me tient à cœur, c'est que j'ai fait des interviews, j'ai rencontré des femmes qui sont victimes, mais souvent j'attends que toutes ces femmes-là, ils ont resté pendant longtemps pour leurs enfants, parce qu'ils disent que, voilà, moi j'ai mon enfant, je ne veux pas que maman et papa ils se séparent, parce que l'enfant ne va se pas sentir bien ses parents ils se séparent, mais dans le même temps, l'enfant, il vit quotidiennement dans cette violence. Est-ce que Ouais. c'est une bonne idée de rester pour les enfants, quoi? J'ai envie de te dire qui on est pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée, Ouais, déjà. On ouais, n'a pas à dire ça. Après, moi, c'est ce qu'on avait discuté, c'est interroger quelle est l'utilité de rester finalement pour la maman. Qu'est-ce ouais, qui fait qu'elle se sent obligée ou qu'elle, voilà, de rester? Il y a peut-être des raisons valables qu'elle reste là et peut-être pas forcément que pour l'enfant. C'est peut-être une question financière, c'est peut-être une question qu'elle a peur ouais, de perdre quelque chose. Donc, oui, enfin voilà, c'est voir qu'est-ce qui fait qu'elle reste surtout. Et son choix, en tout cas celle qu'elle prend au départ, je pense elle pense en tout cas faire le meilleur choix pour elle. C'est une ouais, question de survie. Euh, voilà, donc je ne te dirais ni oui ni non. Après, oui, ça a des impacts sur les enfants, ouais, clairement. Maintenant, si je te parle d'un simple divorce sans la violence, sans rien, il est clair que nous avons dans notre inconscient collectif le fait de croire que papa, maman vivent sur le même toit et dans d'autres ethnies, ce n'est pas le cas. Les enfants sont éduqués par des grands-parents. Donc, c'est vraiment ouais, aussi, ça fait partie de nos cadres de référence. Mais derrière ça, le but, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est que son parent soit bien et heureux. Quand les ouais, parents sont équilibrés, bien et heureux, divorcés ou pas, enfin ensemble ou pas, l'enfant, il est cool. Enfin, nous ici, nous avons un couple recomposé avec 5 enfants. On a deux et une. Les gens sont toujours sidérés, mais ces enfants sont hyper bien. Il n'y a aucun souci. Et ils sont hyper heureux. Mais parce que ça s'est bien passé, parce qu'il n'y a pas les parents de chaque côté sont bien, enfin, et il n'y a pas de critique de l'un et l'autre. Bon, ça, je te parle, c'est un idéal, ouais, évidemment. ouais, Tout le ouais, monde n'est pas comme ça. Mais je veux dire, le but fondamental, c'est que l'enfant, il est bien à partir du moment où le parent est bien. Oui, maintenant, si la maman reste, ben, peut-être qu'il y a une raison. ouais, Alors oui, il y aura un impact, je pense. ouais, Après, c'est de nouveau quel est l'impact qu'il va prendre, mais cet enfant risque, et c'est pas sûr, on ne sait pas comment il va ouais, réagir, parce qu'il y a la résilience aussi. Il risque peut-être d'être bourreau ou d'être victime par après. C'est ouais, possible. Ou de refaire ce qu'il a vu. C'est possible. Ou alors pas du tout et il peut faire complètement ouais. être Chaque résilient. situation est différente. Je pense, et c'est vraiment de nouveau, comme on a parlé depuis le début, c'est aller interroger, c'est voir qu'est-ce qui fait que essayer d'amener la personne à trouver des solutions, de trouver des outils en elle, des ressources, ou l'envoyer vers d'autres personnes Ouais, ressources qui C'est- peuvent ouais. aider. Parce que ça aussi, c'est important. Euh, il y a après, voilà, dis-moi. il y a une chose qui est importante à savoir aussi, pour avoir fait la formation en psychopathos, c'est aussi de comprendre si on est vraiment apte à pouvoir accompagner une personne
parce que peut-être qu'elle prend des anxiolytiques, qu'elle prend des antidépresseurs, qu'elle prend des médicaments, tu vois. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle du psychiatre et en premier, et puis Sylvie en deuxième, et puis moi en troisième, tu vois. Ouais. Et puis voilà, et puis toi peut-être en tant que personnel traîneur. Enfin voilà, tout ça est un voilà. C'est un réseau et il Ouais. faut utiliser son réseau et à bon escient. Et effectivement, chacun a ses propres outils. Et puis, on est là aussi pour diriger On est là pour diriger, oui. vers d'autres personnes s'il faut. Mhm. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut aimer son bourreau, même à la travers de la violence physique ou psychologique, et de rester avec? Qu'est-ce qui fait? On appelle ça le syndrome de Stockholm. Stockholm. Ouais. Et donc, c'est pour survivre quelque part. C'est une forme de survie. Peux-tu Stratégie de m'expliquer survie. un petit peu? Oui, oui, bien sûr. Donc, pour survivre, pour se maintenir en vie, si j'ai envie de dire, Ouais. le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est développer, en fait, la victime va développer un sentiment de confiance, d'empathie envers son ravisseur, son bourreau, peu importe le terme qu'on emploie. Euh, et alors, ça peut exister sur plusieurs niveaux. Pas, euh, C'est-à-dire que je réfléchis comment je peux mettre en mots. Euh, il peut, vu qu'il se sent seul face à ce ravisseur et il peut être isolé, etc., quelque part, la victime va choisir euh, le moins pire dans le pire, si j'ai envie de dire. Oui. Donc, Ouais. par survie. Donc, il va justement développer cette empathie et cette confiance. Et il peut même défendre son bourreau vis-à-vis de la police à un moment donné s'il vient l'arrêter. Ça peut aller jusque-là. Hein. Euh, et donc, et c'est vrai que parfois, ils ont difficile de sortir de ça parce que c'est vraiment, ils sont vraiment prises. Ils sont dans cette emprise et dans cette façon de faire pour garder leur survie quelque part. Mhm. Et donc, ils vont développer un sentiment de confiance, ils vont développer euh, euh, envers leur ravisseur euh, un pseudo-amour. Il y a une apparition d'hostilité par rapport à son ravisseur. Il y a même parfois un phénomène paradoxal de fraternité qui va s'installer. Enfin, il y a plusieurs façons de réagir et de faire. Il peut y avoir une identification Ouais. mutuelle, etc., etc. Tout dépend, mais en tout cas, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question de survie. C'est choisir le moins pire quelque part par rapport au pire. Est-ce que aussi, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, est-ce que aussi, vu que la situation, elle est la telle, on a une habitude de rester dans cette situation, est-ce que ça peut être lié aussi à la zone de confort, qu'on est habitué de rester dans cette situation, mais si je réfléchis que moi, je dois partir de là, je dois, par exemple trouver une nouvelle maison, l'argent, ça me bloque de rester dans la situation que je connais, même si elle est la telle. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire ou Euh, je reformule? que tu restes bloqué par rapport à ce syndrome. Même si tu as envie de partir, il y a une forme de blocage par rapport à ça. C'est ça que tu veux dire? Oui, Dans, il dans, y a un genre de retour, tu veux dire. dans un genre de retour et aussi, un, entre guillemets, c'est vraiment un gros, entre guillemets, confort. Dans le sens que je reste comme ça, ok, je sais que la situation, elle est la telle, j'accepte, mais je sais que si je dois partir de là et je dois changer plein de choses. Ah, et c'est cette problématique de changer plein de choses qui te pose problème, c'est ça? Ouais. OK. Est-ce que ça peut être un lien à ça? Pour moi, non. Non. Mais toi, tu dis oui, Val, moi, je dis non. Oui. Moi, c'est plutôt une question de survie. Ouais.
Donc, dans cette violence, dans cette difficulté que je vis, c'est comme si c'était un filtre quelque part. Et donc, c'est inconsciemment que ça se met en route pour te protéger. Et donc, tu choisis le moins pire de quelque part l'aimer, d'être empathique, d'être gentil. Pour ça moi, la nourrit, quoi. Pourquoi? C'est quelque chose qui la nourrit. Je ne sais pas si ça te nourrit. Pour moi, ça te sauve. C'est comme quand tu es violé, comme moi, j'ai eu on appelle ça, ton cerveau fait, allez, on abaisse le rideau, il y a vraiment un oubli, quoi. Hein. Je n'ai, tu vois, il y a quelque chose qui se met, ça m'énerve de ne pas trouver le terme, mais pour survivre, parce que sinon c'est invivable. Tu vois, c'est trop difficile, ça devient trop. Et donc le cerveau, il est bien fait à un moment occulté, c'est ça. Il a occulté ce que j'ai vécu pour continuer à survivre et à vivre. Est-ce que là, pour moi, il y a une forme de, tu vois, d'occulter cette violence, d'occulter cette souffrance trop énorme pour, OK, je me mets en survie par ce syndrome. Après, comment en sortir? I don't know. Oui, vous m'entendez? Oui. Je voudrais réagir par rapport à ce que j'ai dit. C'est que, donc, là, ce que tu exprimes, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qu'exprimait Tania tout à l'heure, c'est de se dire, OK, j'ai pris conscience de ça, mais je dois mettre plein de choses en place à côté. Mais il y a tellement de choses en place à côté que je reviens. OK. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas une certaine dépendance par rapport à quelque chose sur lequel elle a des repères, elle a un cadre de référence interne du passé qui lui permet de dire OK, mais l'émotion est tellement peut-être forte que si je pars, qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être qu'inconsciemment, je vais peut-être essayer de sauver ce que j'ai déjà, parce que je l'ai déjà acquis. Mais qu'est-ce que tu auras acquis? C'est à voir. Voilà. C'est à voir. C'est tout des bénéfices secondaires alors. Oui, Donc, c'est ça. c'est aller interroger les bénéfices secondaires et dire, mais tiens, c'est quoi mon bénéfice secondaire de rester là finalement? Est-ce que je suis vraiment bien? Mais est-ce que ça rentre dans le syndrome? Ouais. Mais j'aimais bien la petite anecdote. Hein. On disait toujours que lors de la Première Guerre mondiale, entre les soldats français et allemands, justifiant le dicton qui à la guerre, on devait toujours tuer les gens sans les connaître, avant de les connaître. C'est plus facile. Tu vois? Oui, c'est vrai. Donc, Oui, c'est par rapport au syndrome de Stockholm. Donc, effectivement, il y a des liens qui peuvent se créer et à un moment donné, c'est difficile de pointer le revolver et dire je te tue. Ouais. Hein, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une belle métaphore. Voilà. Un petit mot à chacun de vous pour. Je vous laisse la parole. Un petit mot au niveau de sujet, au niveau de les gens qui sont victimes et peut-être pas que pour eux. Un petit message à passer, chacun de vous. Je laisse la parole, Sylvie, honneur aux femmes. C'est facile, ça. Ah, mais je peux commencer si tu veux. Non, pas du tout, ça va. Mais, moi, j'encourage vraiment, et je reviens toujours avec ça, mais c'est à oser sortir de l'ombre et à oser mettre en mots, à oser parler, à faire ce que tu fais, à faire, comme tu avais dit aussi, Valérie, de la propagande, c'est ça? Non, Euh, Allez, on est très fatigué ce soir. c'est pas arrogant, mais c'est de sensibiliser les gens. Voilà, la Une campagne sensibilisation, de des sensibilisation. campagnes. Donc, moi, j'invite vraiment et j'encourage vraiment toutes ces victimes à en parler, à oser sortir de l'ombre. Et je pense que, sincèrement, que l'union fait la force et on va se rendre compte à quel point il y a énormément de femmes qui sont maltraitées, qu'il y a de l'abus, qu'il y a de la violence, et c'est de plus en plus. Donc, au plus on va pouvoir sortir de cette ombre, au mieux, je pense, on va pouvoir sortir les autres. C'est aussi, j'ai envie d'inviter, et là, tous ceux qui écoutent et non pas que les victimes et enfin, tout le monde,
c'est vraiment à accueillir ces gens quand ils viennent déposer, à les écouter et à les croire et parce que c'est important, c'est vraiment important pour ces gens qui vivent ça de, d'entendre, de croire, de les accompagner, d'essayer de trouver peut-être de l'aide. Et puis, j'ai envie de vous dire que voilà, si il y a des gens qui nous entendent et qui vivent ces difficultés, moi-même, j'ai vécu et cette violence, les viols, euh, on peut s'en sortir, vraiment. On peut s'en Ouais. sortir. Effectivement, il faut de la niaque. Effectivement, il faut parfois avoir du caractère. C'est pas facile tous les jours, Euh, mais on y arrive. On peut vraiment y arriver quand on est bien accompagné, quand on trouve les bonnes personnes. On peut vraiment y arriver. Et ça, c'est vraiment important de croire à ça et croire en soi, même si c'est pas évident puisqu'on a été brimé. Et qu'il y a des personnes comme Valérie, comme d'autres personnes que tu as interrogées, moi-même. On est là pour accompagner et avec bienveillance, avec l'écoute. Et voilà, on fera de notre mieux, je pense, euh, de ce qu'on peut faire. Et d'après moi-même, mon propre vécu, je soutiens fortement tout ça. Merci beaucoup, ma Sylvie. Val? Merci à toi. Moi, je voudrais juste clarifier une ou deux choses. Je donnerai mon petit mot après. C'est qu'il est clair que moi, dans mon métier de coach mental, je ne peux pas accompagner ce genre de personnes et pas que je ne veux pas. Je peux la recevoir pour une première séance et selon l'anamnèse, lui dire et la diriger vers les gens compétents pour. Ça, c'est très important. C'était vraiment important que je le dise. Donc, voilà. Et donc, j'ai quelqu'un d'extraordinaire ici avec nous, c'est Sylvie qui pourrait, et si elle a son agenda qu'elle plein, elle peut aussi rediriger vers d'autres confrères. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, il y a une chose auquel je pense on a parlé de ligne du temps, mais je pense qu'on a mis plusieurs questions l'une dans l'autre et qu'on a oublié de parler des processus de deuil. Je vais faire bref, mais je pense que si vous tapez processus de deuil sur Google, Google est votre ami, vous allez pouvoir aussi vous positionner. Donc, on a parlé de positionnement aujourd'hui et ce qui permettra d'avoir un champ des possibles, une compréhension ou un autre angle de vue pour savoir où on se situe sur les processus de deuil. Et donc, il y a plusieurs schémas. Je pense que prenez ce qui est utile pour vous au niveau de votre recherche. Vous devez savoir aussi que pour pouvoir évoluer, et je pense que Sylvie se joindra à moi, il y a énormément de bouquins de développement personnel aussi. Il y a des bouquins, le mien par lequel j'ai commencé mon développement personnel, c'est Gounel qui qui fait créer des histoires qui nous permettent de se positionner par rapport sur des histoires métaphoriques. Et on se raccroche, on va pas dire se raccrocher, mais on se positionne de nouveau. On se positionne par rapport à son cadre de référence interne et par rapport à ce qu'on veut au niveau de cadre de référence vers lequel on veut aller. Et voilà. Donc, le processus de deuil, généralement, tout thérapeute, tout psychiatre, tout psychologue et coach mental connaît ces processus de deuil pour pouvoir bien accompagner la personne. Parce que perdre une montre, c'est un processus de deuil. Perdre quelqu'un, c'est un processus de deuil. Avoir un nom, c'est un processus de deuil. Un enfant, on lui dit non, tu n'as pas la tablette, c'est un processus de deuil, mais il n'est pas capable de le comprendre. Voilà. Et donc, mon petit mot de la fin, c'est que j'ai envie de vous dire que tout est possible. Peu importe le temps que cela va prendre, ce sera un nouveau processus vers la victoire de soi-même et pour devenir la meilleure version de soi-même, en fait. Oui. Et que, voilà, j'ai envie de dire vraiment, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vraiment. Et si ça on en a parlé hier, parce que c'est très important, comme c'est un sujet super délicat, il y a certainement des émotions qui sont passées suite à cette interview, il y a des choses, peut-être des ancrages négatifs qui se sont réveillés ou autres. N'hésitez pas à nous contacter.
on ne vous laisse pas, c'est important. On a pris cette interview comme une sorte je n'ai pas envie de thérapie, mais d'accompagnement de personnes, parce qu'on vous a donné des outils, on vous a dit que c'était possible, on vous a réveillé certaines choses, et voilà, on veut respecter l'écologie de la personne, que la personne soit confortable et qu'elle ne soit pas, quand elle a fini de faire quitter là maintenant, et de se dire oh, qu'est-ce que je fais? Non, vous n'êtes pas seul. Donc, Tania, si tu as la possibilité, c'est de pouvoir partager, et ce n'est pas de la publicité, hein, c'est vraiment c'est du professionnalisme en fait. C'est de dire, vous avez nos numéros de téléphone, et c'est de pouvoir le partager. Mais j'ai fait la présentation déjà de la Sylvie, je vais faire la présentation aussi sur la page de Tamara. Comme ça, les gens, s'ils ont besoin, de toute façon, quand quelqu'un a besoin aussi, il vient vers moi, je vais les diriger vers vous pour qu'ils puissent avoir vos contacts aussi. Ça va, voilà. Moment de la fin. Merci en tout cas. Moi, je voulais vous dire un grand merci à vous deux pour ce moment partagé. Je pense qu'on a éclairci déjà les thèmes, ils ont long, qu'on peut en discuter encore plusieurs jours sur ça. Mais j'espère qu'on a éclairci, je pense bien qu'on a éclairci la plus grosse partie de ces deux sujets. Vous avez donné énormément des informations. Je vous remercie beaucoup, mais moi-même, ce soir, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et moment pour la fin, c'est que, comme vous dites, on est là. J'espère vraiment qu'avec la projet et tout ce qu'on fait, les choses ils vont avancer, surtout qu'on va commencer d'en parler librement. Et comme tu dis, Sylvie, qu'il y a une compréhension, une écoute et comprendre les gens qu'est-ce qu'ils ont vécu. Un écoute, je pense que les gens, c'est mon propre avis, ça reste que mon avis. Les gens, ils ont peut-être, la première chose qu'ils ont besoin, c'est d'être écoutés, d'être attendus et d'être cru. Plus être jugé et d'être cru. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. Ouais. Je vous souhaite une très belle soirée à vous deux. Et à toi aussi. À très bientôt. Peut-être pour aborder des autres thématiques. Ça m'a fait énormément plaisir. Et nous aussi. une bonne soirée à vous et une bonne soirée à tous les gens qui vont regarder cette bonne soirée à tout le monde. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. À vous, et bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.